Kev, on va attaquer ce débrief avec ton retour d'expérience, si on peut appeler ça comme ça. Comment est-ce que tu as vécu un peu, tu peux même partir de l'avant-match, hein. Je sais pas s'il y a eu un rassemblement des supporters grenoblois avant, comment ça s'est passé, si toi ça t'a fait plaisir de revoir des mecs par exemple que tu vois un peu moins souvent. Voilà, fais-nous ton petit retour d'expérience de ce vendredi soir au stade des Antonins. Ouais, bah écoute, pour moi, effectivement, déplacement le plus court de l'année, hein. Je mets un peu plus d'une demi-heure pour aller au stade, donc pour moi, c'est quasiment pas un dep. Ça m'a fait effectivement plaisir de revoir des têtes. Il y en a bien sûr qui sont venus en voiture. Il y en a qui sont. Donc il y a eu un bus RK, gros bus à étage, donc ça c'était cool. On était un peu moins de 150 en parkage. Ça s'est dans l'ensemble super bien passé. Même si bon, il y avait un peu de Mistral, mais bon, là, ça fait 3 semaines que je me le tape, mais donc je commence à être un peu habitué. En termes d'ambiance, bah, ça s'est super bien passé. On marque aussitôt, donc ça a aidé aussi à vite nous mettre et nous garder dans l'ambiance. Bonne ambiance aussi des Nîmois. Je pensais que ça allait pas être forcément le cas avec justement tout ce qui se passe avec Asaf, leur président. Oui. Mais depuis le stade des Antonins, ils sont revenus dans le stade. Donc voilà, ils ont même remis un peu les fumis. Donc ça aussi, ça va pas faire Oui, plaisir à on a eu, Asaf, mais on on a est eu bien des belles, content pour. mais on a eu des belles images de fumier en tout cas. Est-ce que tu sais de combien était l'affluence d'ailleurs pour le match, hein? Alors j'ai lu, je crois, c'était aux alentours des 3005, mais après, j'ai pas les chiffres officiels. Mais c'était pas rempli, hein, ça on le sait de toute façon. Ils ont des gros soucis. Après, il faut pas oublier que Nîmes, ils sont aussi dans une saison galère. Il y a non seulement les problèmes avec le président, mais ils vivent également une saison galère où ils sortent juste de la zone rouge, mais ça va être un peu tendu jusqu'à la fin pour eux. Donc voilà, pour ce qui est de l'ambiance, très honnêtement, ambiance bon enfant en parquage, ça n'a pas arrêté tout le match, ça a chanté, ça a sauté, on a fait des bonnes animations. Donc là, au niveau de l'ambiance, en tout cas, on est très content. On a fait passer un petit message aussi à nos amis nîmois qu'on les soutenait contre leur président qui prend des mesures absolument inadmissibles. Donc ça a été aussi apprécié du côté des Nîmois. On sent qu'il y a un respect mutuel qui est en train de se créer entre les deux groupes de supporters, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et voilà, donc ça c'était en termes d'ambiance en tout cas très très bien. Et en termes de match, je ne sais pas si tu veux débriefer le match de suite ou alors si on reste pour l'instant là-dessus. Oh, on peut parler du match, effectivement. Sur l'ambiance, je pense que tu as dit l'essentiel. Moi, je peux te faire le retour télé. En tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était un peu plus vivant. Tu vas me dire que le dernier match, il était très particulier, le Nîmes GF38 au Costières, puisque les supporters des deux clubs avaient manifesté en dehors du stade et qu'il y avait finalement assez peu de Grenoblois qui étaient dans le stade directement. Donc forcément, l'ambiance était un peu mieux. Ouais, j'ai vu bien évidemment les tifos des Nîmois. Ça avait l'air d'être un match intéressant à suivre au stade, en tout cas. Et puis bien évidemment, gros parquage grenoblois. Alors on rigole avec Baptiste qu'on a vu torse nu sur les images dans le stade, mais ouais, on a vu plusieurs gros plans du coup sur le parquage grenoblois et ça fait toujours plaisir, hein, de voir que le Grenoble, si le stade des Alpes est en général très décevant en termes d'affluence, les Grenoblois, je pense que c'est parmi les clubs de Ligue 2 qui arrivent à brasser le plus de monde à l'extérieur, avec bien évidemment les Stéphanois qui sont hors concours et je pense même les Bordelais qui déplacent beaucoup de monde. Mais c'est toujours vraiment un gros plaisir de voir à quel point les supporters se déplacent. Donc on peut passer sur le match. Moi je peux commencer moi si tu veux. Je vais faire vraiment un Vas-y. débrief très large et puis tu me diras comment toi tu as ressenti un peu les choses de l'intérieur. Pour moi cette victoire c'est avant tout la victoire de l'efficacité grenobloise d'une part et de l'inefficacité nîmoise de l'autre. Voilà le 2-0. Alors je vais pas dire que c'est un peu flatteur, hein, les Grenoblois sont allés chercher leur victoire, mais j'ai toujours un peu de mal en fait à être très dithyrambique après une prestation comme ça. Comme je pouvais avoir du mal à vraiment casser la prestation grenobloise après la défaite contre Bastia, par exemple, parce que je pense qu'au-delà du score, il y a la manière qui est importante. Là, la manière, elle a été plutôt intéressante. Voilà, j'ai vu des mouvements qu'on voit pas forcément offensivement. Là, le petit mouvement notamment où il y a du décalage successif entre tous les attaquants et l'action de Benet derrière. Voilà, ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais je tiens aussi à souligner que si on n'a pas une grosse parade de mots bleus, voire plusieurs grosses parades de mots bleus, si on n'a pas de Chokunte qui manque une énorme occasion au retour des vestiaires, la phase du match elle peut être aussi un peu changée.
On va pas réécrire l'histoire, hein. Peut-être que Grenoble aurait malgré tout réussi à gagner, mais je trouve vraiment que la grosse différence, elle se symbolise dans la grosse parade de Maubleau sur, je crois que c'est Pagis qui met un extérieur Pas du juste. droit, ouais, le fils de son père, j'allais dire. En tout cas, si vous connaissez pas le père de Pablo Pagis, je vous encourage, il doit y avoir des superbes vidéos sur YouTube. C'est un artiste dans son genre au début des années 2000. Et de l'autre côté, bah, je crois qu'en plus il était devant vous, que Phaéton marque devant vous son but, la non parade de Ouais, Maraval. Alors à la télé, j'ai vraiment le sentiment que c'est une frappe qui est arrêtable en fait. Alors Phaéton la place bien. Après, en termes de puissance, par exemple, je trouve pas ça incroyable. En tout cas, voilà, les complètement. Grenoblois ont su être très efficaces, les Nîmois beaucoup moins. Et sur ce match-là, ça se joue à ça. Donc Grenoble a fait plutôt une prestation intéressante. Après, moi, je reviendrai au niveau des top flops. Je trouve qu'individuellement, on n'est quand même pas monté très très haut non plus et que on peut encore beaucoup progresser. Mais en tout cas, le taf a été fait. Vincent Nyon regrettait après Bastia, pardon, que l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Là, pour le coup, rien à dire à ces joueurs. Alors, j'ai plus les stats précises en tête, mais ça doit être de l'ordre de 9 tirs, 3 cadrés et 2 buts au final, donc c'est plutôt pas mal. Là où Nîmes a plus tiré, a plus cadré, mais n'a pas réussi à faire trembler les filets. Donc pour moi, le débrief, pardon, il est simple, hein, c'est qu'on a su répondre présent dans les deux surfaces. Et ça fait 3 points en finale. C'est une recette qu'il va falloir appliquer à nouveau, même si j'espère aussi qu'on va malgré tout réussir à augmenter un peu la manière et à se créer plus d'occasions. Ça permettra aussi d'être un peu plus spectaculaire et parfois d'être un peu moins efficace en ayant plus d'occasions. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à reprocher au GF38 sur un match en déplacement. Et chez une équipe de Nîmes, on l'a pas encore dit, mais qui est restée aussi sur 2 victoires. Donc même s'ils sont mal classés, la dynamique était plutôt pas mal. On les avait vus en Coupe de France il y a quelques semaines à Grenoble. J'avais trouvé le Nîmes Olympique vraiment très mauvais, mais vraiment très mauvais. Il y avait eu beaucoup de changements aussi opérés par Frédéric Bompard. Là, il est reparti sur une équipe un peu plus type. Il manquait quand même Nico Benezet qui leur a fait du bien depuis qu'il est revenu. Je crois qu'il était blessé en début de saison, l'ancien joueur de l'ETG, qui leur a fait du bien, qui avait marqué à Guingamp quelques jours auparavant notamment, mais qui était blessé là pour la réception de Grenoble. Donc voilà, on va pas faire la fine bouche pour employer une expression qui m'est bien, Philippe Inchberger. On a 3 points, on a une prestation qui a été dans l'ensemble plutôt correcte. Moi, je valide ce match dans l'ensemble. Voilà pour mon petit retour. Kev, comment est-ce que tu as vécu ça? Je sais pas si tu as revu le match en intégralité, pardon, après coup, ou si tu es vraiment sur tes souvenirs uniques de l'avoir vécu sur place, hein. Tout de suite, hein, de toute façon, moi, ça, c'est mon rituel. À chaque fois que je rentre du stade, que ce soit à Grenoble ou quand je fais des DEP, j'aime bien revoir le match à chaud, en fait, pour voir, parce que bah, déjà, on n'a pas la même perception de la télé que du stade. Et il y a certaines choses qu'on peut ne pas voir. Lorsqu'on est sur un champ ou quoi que ce soit, un pogo, bah, on ne regarde pas forcément le match. Donc, on peut rater des choses. Donc, j'aime bien toujours revoir le match. Je te rejoins sur le fait que la frappe de Phaéton est totalement arrêtable. Donc, de toute façon, quand j'ai fait le tour un petit peu sur les réseaux sociaux après, Maraval, ça a l'air très, très, très compliqué à Nîmes quand même. Il est de plus en plus remis en question. Donc, voilà, en tout cas pour ça, nous, on a la chance d'ouvrir le score très rapidement. Je pense que ça nous met bien dans le match parce que bah, on aime ça, hein, on aime contrer, on le sait, on est une équipe beaucoup de contre. Sachant que Nîmes, après, bah, ça leur laissait plus trop le choix, bah, ça nous a, nous, rendu le match un peu plus facile. Ensuite, là où tu dis que nous, on a été bon dans les deux surfaces, oui et non. On a été effectivement bon offensivement, même si par moment, je trouve qu'il nous a manqué le dernier geste, notamment Pape Meissaba, on va y revenir un peu plus tard. Et dans notre surface à nous, j'ai envie de dire merci encore Brice, toujours, parce que bah, défensivement, on a eu quand même des absences. Tu parlais tout à l'heure de l'occasion de Chokunte. Pour moi, Oui, c'est totalement anormal qu'il se retrouve seul à ce moment-là. j'y viendrai dans mes Euh, top flops, hein, justement, mais je trouve que la prestation de Brice aussi est explicable en partie parce qu'à côté, ça n'a pas forcément été à son niveau. Mais oui, je te laisse ouais. poursuivre, mais on est d'accord, hein. J'ai trouvé, moi, cette équipe de Nîmes encore assez faible, hein. Après, bah, fidèle à son classement, j'ai envie de dire. Sur les 3 matchs, je nous trouve supérieur à eux, donc ça, c'est vraiment logique. Maintenant, on doit être quand même plus costaud que ça défensivement, surtout que c'est notre point fort. On finit avec un clean sheet, on est la deuxième équipe de Ligue 2 en termes de clean sheet cette saison, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même qu'il y a des erreurs assez dangereuses, en tout cas défensivement, qu'on peut éviter, quoi. Chokunte, il a juste à la mettre mieux et c'est vraiment une occasion où après, c'est plus du tout le même match. Je crois qu'à ce moment-là, il y a vraiment 1-0. Nous, on met le but, on met le deuxième, même pas 5 minutes après, donc on les achève. Mais on peut se mettre en difficulté sur une erreur absolument bête. Ensuite, offensivement, bah, écoute, on a vu quand même de bonnes choses. Par contre, bon, on va pas faire le top flop tout de suite, mais si je peux parler d'un joueur, c'est Jesse Bennett, quoi. Il nous change totalement tout, hein. Parce que lui, c'est clairement la technique d'Engando.
Le côté aussi peut-être un peu travailleur que peut avoir un Manu Pérez, sauf que bah, lui, il a un truc en plus, c'est la fiabilité, quoi. Donc, il nous a totalement changé le milieu de terrain et pas seulement lui, sa partie. Je trouve qu'il nous a également changé Bambok à côté. Je le trouve beaucoup plus serein depuis qu'il y a Béné à ses côtés. Je le trouve bien délesté de tout ce qui est tâche offensive, même si bah, bizarrement, il marque son premier but, j'ai envie de te dire, à ce moment-là. Mais en tout cas, je le trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus costaud depuis qu'il y a Béné à ses côtés. Donc dans l'ensemble, moi j'ai été plutôt satisfait du match. C'est un match à l'extérieur où on ressort encore avec un clean sheet, où on met encore 2 buts, donc ça c'est une bonne chose. On est encore une fois, il faut se le dire, même si bon, on va pas rêver, on est à 3 points aujourd'hui, 3 points et demi parce qu'il y a une grosse différence de but de la Ligue 1. Donc, bah, comme on se l'était dit à la trêve, hein, il faut continuer à être dans le bon wagon pour espérer rêver, ou en tout cas pour avoir une fin de saison avec un minimum d'enjeux, j'ai envie de dire, pas tomber dans le ventre mou. Donc voilà, écoute, match sympa, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On n'a pas eu trop de danger à partir du moment où on a eu le deuxième. Donc voilà, satisfait en tout cas de la soirée. Alors par rapport à ce que tu as dit, je suis tout à fait de ton avis sur le manque d'efficacité. Une fois qu'on était à 2-0, en fait, je pense qu'il y a eu quelques occasions de contre, effectivement, en fin de match, qui auraient dû nous permettre d'alourdir un peu plus le score. Donc je reviens un tout petit peu sur l'efficacité avec ce petit bémol-là. Voilà, je te rejoins. Sur Benet et Bambok, on va peut-être en parler dans les flops. Je suis pas tout à fait d'accord, mais vraiment à la marge, je suis globalement d'accord sur l'apport d'un Benet. Après, je pense que lui aussi, il est en capacité de faire beaucoup mieux. Donc on va peut-être y venir tout de suite, hein, le temps de faire un petit tour dans le chat. Je crois que Baptiste nous a dit oui, le Dauphiné a annoncé 3000, mais je pense qu'on en était loin. Alors on en était loin en plus ou en moins, Baptiste, si tu es toujours là. Alexis nous dit Brice, il va prendre la moitié des places dans le top arrêt de la saison. Je crois qu'il y a quand même du candidat assez lourd en Ligue 2 cette année, mais on est tous d'accord pour dire que Brice Maubleu, c'est à minima top 3 des gardiens de Ligue 2. On y reviendra d'ailleurs dans le mercato en fin de podcast. Mais ouais, il fait une saison incroyable, Brice. Il va falloir être très fort car après Pau, on va rentrer dans le très dur du championnat. C'est Alexis aussi qui nous dit ça. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que tous les matchs sont compliqués en fait, hein. Kev, Ouais. tu disais voilà, Nîmes, on est au-dessus, mais finalement, à chaque fois, aussi bien à l'aller qu'au retour, bah on gagne pas 4-0 en se baladant tout le match en fait. Finalement, le match où on Ouais, s'est le mais plus 3 matchs, baladé. 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Bon, là, je suis sur ça, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord. Mais après, on n'est pas dans la maîtrise totale, je trouve. Et aucune équipe, en fait, n'est dans la maîtrise totale dans ce championnat. C'est aussi ce qui fait la beauté de cette Ligue 2, c'est que tu sens bien que chaque semaine, tu peux à la fois poser des problèmes, toi, à Bordeaux, à Sochaux, à Amiens, comme être mis en difficulté par on joue Pau, justement. Je suis très méfiant par rapport à ce que Pau proposait. On l'a vu, on a battu QRM, mais alors très sincèrement, je pense ils auraient mérité eux en tout cas plus la victoire que nous. Je pense qu'un nul aurait été logique globalement, mais on a vu qu'on a été mis en difficulté. Cette Ligue 2, elle est vraiment difficile tout le temps en fait. Faut surtout pas croire. Attention, là on joue un mal classé, ça va être facile. Je pense que c'est le plus gros piège qui soit possible. On a encore vu que Niort est allé gagner à Dijon. Saint-Étienne, c'est un faux 19e, mais ils sont capables de battre absolument tout le monde. C'est quand même très compliqué d'une semaine sur l'autre de se dire on va pouvoir se relâcher, on va pouvoir faire tourner contre n'importe qui. J'aurais du mal à me dire là c'est un match facile en fait, très sincèrement pour l'instant. Même Nîmes qui était supposément une équipe difficile, dans le dur pardon, une équipe qui est dans le dur, ils étaient sur une bonne série cette semaine et puis ils nous ont quand même posé quelques petits problèmes ce vendredi. Kev, Puis ouais, avant de parler de Pau, il y a quand même un match super important tout qui à arrive fait. mercredi, mine de rien, parce que c'est pas chaque année qu'on est en huitième de finale de Coupe de France. Donc avant de parler de Pau, moi je dis qu'il y a quand même une aventure à faire et que bah faut aussi jouer ce match à fond, quoi. Un match après l'autre, comme diraient les acteurs du monde du football, hein. Ah, je bois un Absolument. petit coup et on passe au top flop si tu veux, Kev. Est-ce que tu me laisses Ah ouais, commencer ou est-ce que tu veux attaquer toi directement? je t'en prie, je t'en prie. C'est très gentil. Alors les tops, Brice Maubleu, bien évidemment. Moi, c'est mon homme du match. Encore une fois, je pense que les 3 points, ils sont pour sa gueule en grande partie parce que non seulement ses arrêts changent aussi le cours des choses. Je l'ai trouvé très rassurant sur toutes les prises de balles aériennes, sur les coups de pied arrêtés nîmois, qui étaient plutôt bien tirés, notamment en première mi-temps. Je sais plus qui c'est qui les tirait. J'ai un trou de mémoire. Puis je me suis fait la réflexion, putain, les corners, notamment, ils en ont eu beaucoup en plus, hein, des corners en première période. Je les ai trouvés à chaque fois très très bien tirés. Et pour une fois, enfin pas pour une fois, je suis un peu sévère, mais son jeu au pied était particulièrement bon ce vendredi. C'est pas forcément toujours le cas, notamment depuis quelques semaines.
Après en défense, pour moi, mon défenseur du match, c'est Adrien Montré, en mode habituel en fait, c'est le patron. Il est capable aussi balle au pied de percuter, d'apporter un peu de surnombre, d'avoir une qualité de passe et de passe en profondeur qui est pas déconnante. Et dans les duels, ça reste le meilleur grenoblois. Tu l'as dit, milieu de terrain, j'ai bien aimé Bang Bok. Alors, il a marqué, bien évidemment, mais au-delà de son but, je trouve qu'il a une activité qui est intéressante. Je te rejoins tout à fait sur la complémentarité avec Jessie Bonnet, qui clairement a pris les clés du jeu grenoblois, donc ça décharge aussi Frank Bangbok de pas mal de choses. Et là où on pouvait reprocher notamment Bangbok de ralentir le jeu ou de faire des passes faciles, voilà, maintenant, bah, Bonnet ayant beaucoup de ballons, bah, ces aspects-là, on les voit moins. Et là, par contre, où je vais aller même plus loin que toi, c'est que je trouve que Bambok, il est de mieux en mieux, même depuis avant la trêve Coupe du Monde, avant que Bonnet arrive. Ah oui. Il avait fait quelques bons matchs déjà. Alors, j'irai pas dire jusqu'à ce que très bons matchs, mais en tout cas, on était passé plutôt du moyen moins au moyen plus. Et visiblement, c'est un joueur qui bosse beaucoup en dehors des entraînements, à ce que j'ai cru comprendre. Alors, il fait beaucoup d'entraînements personnalisés aussi avec un coach perso et tout. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui se donne les moyens aussi de réussir derrière. J'ai le chat qui fait des bêtises, donc je regarde 2 petites secondes. Non, ça va, il a rien cassé. Vas-y. Il a rien cassé, c'est tout bon. Ouais, Les donc aléas du direct. voilà, il voulait pas que je dise de bien de Frank Bambok, je crois. Mais voilà, Frank Bambok, en tout cas, moi, je suis très content qu'il ait marqué parce qu'il avait été très bon contre QRM aussi dans la semaine. Donc c'est une belle récompense pour et pour les efforts et pour le travail et pour ce qu'il monte sur le terrain. Donc je le mets dans mes tops sur ce match-là. Et est-ce que devant je mets un top? Oui, on va dire que Mathias Phaéton, quand même, il arrive à être un peu plus souvent décisif maintenant. Et voilà, c'est un joueur qui est un peu en mode intermittent du spectacle, pardon. C'est-à-dire qu'il est capable de vraiment passer complètement à côté. Mais quand il est en forme, ça se voit. Donc je le mettrai plutôt dans mes tops. Je ne mets pas en top par contre Jesse Bonnet parce que même s'il a il a pris les clés du jeu alpin. Alors déjà, il n'a pas été efficace sur la grosse action qu'il a eue. Ensuite, je trouve qu'il a quand même encore beaucoup de déchets, même s'il fluidifie un peu le jeu et que ses passes sont un peu plus risquées aussi, donc forcément, ça implique du déchet. Et après, dans les duels, j'ai trouvé un peu en difficulté aussi sur ce match-là, donc il fait un bon match, un match très correct. Sur les coups de pied arrêtés, notamment le deuxième but, il est pour lui, hein, parce que tu vas peut-être en parler un peu plus spécifiquement, mais je vais pas dire que Bangbok n'a qu'à mettre le pied, mais finalement, le ballon, il tombe à l'endroit parfait. Bangbok, lui, se démarque parfaitement, mais le corner est lui parfaitement tiré. Et après Bamba, j'en reparlerai après parce que je le mets ni dans les tops ni dans les flops. Je réfléchis à si j'ai d'autres joueurs un peu moyens qui me viendraient pas à l'esprit. Après le reste, ça va être du flop. Je fais un prix d'ensemble en flop pour le reste de la défense que j'ai trouvé en difficulté notamment dans la qualité de passe. Chapchet notamment, voilà, qui a raté encore quelques relances qui peuvent mettre en difficulté. Et dans les duels. J'ai trouvé que les deux latéraux, et dans les duels et dans la qualité de centre, notamment Paquiez à gauche, c'était pas ça, quoi. C'est pas un gros flop, hein, c'est un match moyen moins, on va dire, mais globalement, j'ai trouvé que Monfrey dénotait beaucoup dans cette défense-là. Je mets en flop Touré, que j'ai trouvé vraiment très effacé, très peu de ballons touchés, vraiment pas d'impact et peu d'intérêt sur cette rencontre-là. Et je vais mettre en flop aussi Jordan Tell, et c'est un peu un flop. On n'a pas eu l'occasion de faire de podcast ces dernières semaines, mais un flop un peu général sur l'ensemble de son œuvre depuis sa prolongation. Je le trouve fantomatique, mais vraiment peu d'apport dans le jeu. Alors ça s'est moins vu là contre Nîmes, pardon, mais le match d'avant, il y a notamment deux passes où il lui passe à 2 mètres devant, il fait pas les efforts pour aller les prendre, il se fait même engueuler par Nestor sur une des actions. Voilà, je le trouve vraiment pas en dedans Jordan Tell en ce moment, donc peut-être un petit séjour sur le banc lui ferait le plus grand bien pour reprendre un peu de peps et de concentration. Parce que c'est clairement pour moi le moins intéressant des attaquants depuis 2-3 semaines, on en parlera peut-être lors du point suivant. Et je voulais faire un petit point spécifique, Kev, sur Bamba. Pourquoi? Parce que j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de choses négatives sur Bamba par rapport liées à son transfert avorté au Girondins de Bordeaux, comme quoi il avait plus la tête à Grenoble, etc. Alors moi déjà, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée mardi soir contre QRM. Pas forcément un truc fabuleux, mais voilà, il avait fait son taf. Et là, contre Nîmes, j'ai vu un Bamba que j'aime en fait. Alors un Bamba qui a été assez peu trouvé parce qu'il est aussi très surveillé aujourd'hui. Faut pas se mentir non plus à ce sujet-là, hein. Bamba, il est surveillé comme le lait sur le feu par les adversaires. Ils savent que le danger vient très souvent de lui, donc ça peut aussi libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Et ensuite, c'est comme ça que je l'ai mis d'ailleurs dans le visuel. Je l'ai trouvé au service du collectif, c'est-à-dire que
pour une fois, enfin pas pour une fois, mais ces derniers matchs, je trouvais qu'il le faisait un peu moins. C'était moins de recherche, un peu de highlight YouTube, voilà, tu vois ce que je veux dire, hein, toujours le Ouais, geste, le joli dribble, tout faire, aller jusqu'à la ligne de but et rentrer dans les cages avec le ballon. Voilà, c'était d'abord on lève la tête, on fait des passes, et ça fait passe décisive pour Phaéton. Et sur l'action de Benet, c'est lui aussi qui a la dernière passe, hein, il aurait pu tenter sa chance, mais il la décale parfaitement. Donc ça, déjà à ce niveau-là, je l'ai trouvé très intéressant sur le fait de faire briller ses coéquipiers. Et ensuite, en termes de replacement défensif, je l'ai trouvé vraiment super bien. Voilà, il a fait tous les efforts qu'il fallait, il a beaucoup défendu. Donc un peu moins tranchant offensivement, il a pas fait voilà, il a pas éliminé 3 joueurs et mis une frappe en pleine lucarne. Mais quelque part, je le trouve plus intéressant quand il est vraiment au service du collectif comme ça, parce qu'il fait briller ses coéquipiers aussi et qui permet globalement à son équipe d'aller chercher des points. Là où quand il veut faire la différence tout seul, bah, de temps en temps ça passe, hein, on l'a déjà vu mettre des buts extraordinaires. Mais quand ça passe pas, bah ça ne bénéficie pas à son équipe aussi derrière. Donc voilà pourquoi je voulais faire vraiment un petit point sur lui. Et ce match-là m'a confirmé, j'avais pas de gros doutes, mais m'a confirmé bah, qu'il avait la tête à Grenoble et que voilà, le mercato est terminé, on passe sur autre chose. Peut-être que l'été prochain il y aura un nouveau feuilleton Bamba, hein, très certainement même vu les qualités du joueur. ouais. Mais voilà, là je pense que sur la deuxième partie de saison, son objectif ça va être de faire briller l'équipe et le GF38 a tout à y gagner. Voilà pour le petit point. Je pense que j'oublie personne et puis au pire si pendant que tu dis quelque chose ça me revient, je compléterai à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé toi individuellement de ce GF38 anime, Kev? Alors, je vais faire comme toi, hein, je vais pas donner des notes. Brice, bah voilà, comme on le sait, hein, c'est notre capitaine. Il est monstrueux, il est régulier. J'ai l'impression que chaque semaine on le répète, mais pour moi, c'est peut-être sa meilleure saison sous le maillot du GF, avec peut-être celle où on finit quatrième et qui sort au moins 5 ou 6 pénaux. Mmh. Mais à contrario, cette saison, il n'a fait aucune erreur pour l'instant. Donc voilà, il n'y a absolument rien à lui reprocher depuis le début de saison. Brice, il est exemplaire et voilà, je souhaite en tout cas qu'il continue comme ça pendant encore longtemps. En termes de défense, je te rejoins sur le fait que Monfrey surnage dans cette défense. J'étais content, moi, de revoir Chapchet un petit peu parce que il était un peu mis aux oubliettes depuis le retour en 4-4, en 4-3-3, pardon. Donc, content de le revoir et mitigé, bien mitigé son match parce que, comme toi, je l'ai trouvé aussi en difficulté. Il y a une fois où, encore une fois, son jeu de tête, on le dit, hein, il fait presque 2 mètres, mais c'est l'un de ses points faibles, malheureusement. Il a un gros souci là-dessus où il est à 2 doigts de faire une main, il foire un peu sa tête, ça lui rebondit sur le pied, on ne sait pas trop, les Nîmois avec la main péno. C'est compliqué à ce niveau-là, donc vraiment match mitigé pour lui. Les latéraux, je t'avoue que du stade, moi, j'ai plutôt bien aimé Paquiez et un peu moins après quand je l'ai revu à la télé. Donc, comme quoi, vraiment, on peut avoir deux perceptions totalement différentes. Mais sinon, rien à signaler, j'ai envie de dire, pour eux. Match très Si je peux moyen, compléter sur sans les plus deux ni moins. latéraux, ce que j'arrive à comprendre en fait Ouais. sur la perception du stade, par contre, c'est deux mecs qui trichent pas quoi. Ça mouille le maillot, ça fait Ah les oui, efforts, oui. etc. Et c'est plus dans la réalisation finalement et le geste technique où j'ai trouvé que ça pêchait un peu. Par contre, sur l'état d'esprit, les deux ont fait un super match. Effectivement, ça se bat du début à la fin. Deux mentalités, notamment Gaspard, je trouve de gagnant. Voilà, quand t'as besoin aussi de refocaliser un peu tout le monde, Gaspard, je trouve toujours très utile. Donc, je comprends complètement en fait que vu du stade, ce soit des joueurs qu'on puisse apprécier et des prestations qu'on puisse apprécier derrière. Et milieu de terrain, je te rejoins tout à fait sur Bambok, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais moi je trouve alors pas qu'il rayonne, mais en tout cas que c'est beaucoup mieux. J'en faisais un petit peu mon gros flop depuis un an en fait sur le CV, sur tout ce qu'il aurait dû apporter à cette équipe-là. Maintenant, il a deux choses, Bambok. C'est l'élément le plus fiable parce que je crois que c'est le joueur qui a joué le plus de matchs en tant que titulaire et qui, je sais même pas s'il a une blessure depuis qu'il est arrivé au GF. Et la deuxième chose, c'est qu'il monte fortement en puissance en fait. Et comme tu l'as très bien dit, dès la fin de première partie de saison, avant la trêve Coupe du Monde, déjà on ressentait du mieux, donc on l'avait mis dans encouragement. Et sincèrement, là, comme je dis, depuis que Benet est arrivé, on voit un autre joueur qui est beaucoup plus libéré, qui a pour moi beaucoup plus d'activité aussi, qui met son premier but, ça va aussi peut-être lui donner un regain de confiance. Donc moi je suis content en fait de voir un Bambok à ce niveau. On n'a pas recruté de numéro 6. Sur la fin du mercato, je me suis dit que ça aurait dû être une nécessité au vu de l'effectif et de nos manques. Aujourd'hui, je me dis, vu la fiabilité de Bambok, vu Bené à côté, vu Sbahi, je vais y arriver, qui pour moi, aujourd'hui, doit plus être un numéro 10 qu'un ailier gauche.
Je me dis que finalement, on commence à avoir du monde au milieu. Pérez, peut-être qu'un jour, il va revenir. Ça, je ne sais pas. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Tu as peut-être des choses à dire sur Pérez, mais j'aimerais peut-être qu'un jour, il revienne quand même dans ce groupe-là. Donc voilà, il y a des solutions, mine de rien. Même si il y a le départ de Flomich, et j'étais obligé de faire une parenthèse, je suis désolé. Pour Flomich, voilà, pour moi, il avait toute sa place dans ce groupe et je ne comprends pas et je ne comprendrai pas son départ, même si lui, voilà, il va dire qu'à Bourgoin, il va avoir plus de temps de jeu, etc. Mais je ne comprends pas son départ. Pour revenir au match, numéro 10, non, pas du tout, c'était Touré, là, au milieu de terrain. Tu vois, je l'ai oublié tellement comme toi, je l'ai trouvé fantomatique. Donc, moi, pour moi, il n'amène rien, en fait, c'est clair. Je suis déçu parce que lui aussi, il avait montré de bonnes choses à ses débuts. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a du mal à monter en puissance. Donc, pour moi, le vrai milieu de terrain, en fait, ce serait de descendre Béné à côté de Bambok et de mettre un Sbailly ou Ngando quand il est en forme en numéro 10. Ça, pour moi, ce serait la clé. Et ensuite, devant, moi, j'ai mon coup de cœur vraiment depuis quelques semaines avec Bambok, quelqu'un qui monte vraiment en puissance parce que on a peut-être su le mettre en confiance, on a peut-être su aussi trouver sa bonne position sur le terrain. C'est Avec Mathias Phaéton, Payton, peut-être, tu veux dire, que je oui. trouve. Parce que ah oui, d'accord, j'avais mal Voilà. compris ta phrase. J'ai cru que tu parlais de Bambok et que tu avais confondu. Mais avec Bambok, c'est ton deuxième coup de Non, cœur. non, Très bien. avec Bambok, c'est le deuxième que je trouve qui monte vraiment en puissance après un début de saison en demi-teinte. C'est Mathias Phaéton que je trouve vraiment très intéressant. J'ai trouvé intéressant dans l'axe. Je me suis dit, bon, voilà, c'est un attaquant de formation axiale. Il faut le mettre dans l'axe. Depuis qu'on l'a repositionné à gauche, alors qu'au début de saison, il était à droite, je le trouve aussi intéressant et surtout, il ne ménage pas ses efforts. Du stade, c'est aussi impressionnant que voilà, c'est quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui fait les efforts, quelqu'un qui est bagarreur aussi, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Donc moi, j'aime beaucoup vraiment ce qu'il apporte. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un titulaire indiscutable de l'équipe, au même titre que Bamba. Et après, il y a la troisième place devant qui doit se jouer entre les deux. Entre Jordan Tell, qui, comme tu l'as dit, est très, très, très en difficulté depuis sa prolongation de contrat. Pour moi, il faut également aussi le mettre un petit peu sur le banc. Maintenant, tu vas me dire, le deuxième attaquant de pointe, c'est Pape Meissaba qui est en crise de confiance totale. Il est arrivé, on nous a dit, c'est quelqu'un de clinique dans la finition, c'est l'un de ses gros points forts et tout. Moi, aujourd'hui, je vois deux gros points forts à Pape Meissaba. C'est son altruisme. C'est quelqu'un vraiment qui, d'ailleurs, il est co-meilleur passeur du championnat. C'est quelqu'un qui va pas hésiter, même s'il est en bonne position, s'il y a un coéquipier qui est mieux placé, à donner le ballon. Et ses appels de balles, qui par contre, là-dessus, on n'a rien à lui dire. Il est toujours dans le pressing, il est toujours à vouloir faire des appels. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, là où il pêche vraiment, ça va être dans la finition, où je le trouve en difficulté depuis quelques semaines. Je crois que c'est contre QRM ou Bastia, je ne sais plus, qu'il est en face à face avec le gardien qui rate totalement son geste. Là, il a une action du stade, on s'est dit c'est peut-être la plus belle action de la saison, où il y a un 1-2-3 là sur le côté, il se retrouve seul, il rate son contrôle, le ballon rebondit et du coup il rate sa frappe, mais pareil, c'est un face à face. Donc voilà, pour quelqu'un qui était censé être clinique dans la finition, je le trouve en difficulté. Et c'est dommage parce que moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer. Donc j'aimerais encore le revoir titulaire et remise en confiance, ça peut être bien. Et Bamba, comme tu l'as très bien dit, moi, son match à Bastia, j'avais dit, c'était pour moi, il voulait faire un highlight en fait. Il voulait faire que ça, il tirait de loin, il voulait tenter des dribbles à chaque fois, ça passait pas. Je me suis dit, dans quoi il est en train de s'enfermer en fait, dans tout ce qu'on déteste de Bamba. Et là, on est en train de retrouver le Bamba qu'on connaît, avec un peu moins quand même de réussite, parce que mine de rien, ça fait quelques semaines maintenant qu'il ne marque plus, ou alors je l'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il a moins de réussite quand même en ce moment, mais il ménage pas ses efforts, il fait ce qu'il faut. Comme tu l'as dit, il est aussi très surveillé. Donc voilà, il faut maintenir de toute façon la confiance en Bamba. C'est quelqu'un aussi qui revient de blessure, faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui est primordial dans notre jeu. Donc voilà, content aussi de le revoir en forme. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Amin Sbaïk, j'ai bien aimé encore une fois sa rentrée. Je l'aurais vu titulaire, moi, pour deux raisons. Déjà parce qu'il est du coin, il est joué à 7 et Oui. je sais il est gardois, donc il est du coin, donc moi je Je l'aurais vu crois même qu'il est titulaire. de Nîmes, directement, si je te dis pas de bêtises. Ou en Bah, tout cas, il est né à Nîmes, hein. c'est fort possible, c'est fort possible. Et en plus de ça, je l'aurais vu titulaire non seulement pour ça, et en plus parce que il est suspendu en coupe, et donc on le sait que c'est notre monsieur coupe. Et donc, étant donné qu'il va pas jouer mercredi, il peut se reposer en semaine. Donc moi, je l'aurais vraiment vu titulaire sur ce match. J'ai pas forcément compris le choix d'Oignon, mais bon, après, on va dire qu'on a gagné, donc c'est un bon choix. Mais moi, j'aime bien sa rentrée. Et puis, je redis, j'ai pas eu l'occasion de le dire vu que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast. Mais vraiment, ce profil dynamiteur qu'il a, et en plus en numéro 10, cette capacité de dribble, cette capacité à faire cette bonne dernière passe aussi, je trouve qu'il est vraiment précieux à ce poste-là. Et on hésitait à un moment donné de dire, non, c'est quelqu'un qui, avec le changement de système, est en difficulté parce qu'il peut jouer que côté gauche.
bah, aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il peut très bien jouer numéro 10, qu'il a les qualités pour ça. Et moi, je demande vraiment à le revoir en numéro 10, surtout encore plus avec la blessure d'Engando et qu'on peut faire redescendre Béné à côté de Bambok. Alors, 2 petites choses par rapport à ce que tu as dit. Déjà sur la capacité de Bambok à enchaîner, alors plus 1000 avec toi et je sais pas s'il a manqué, je crois qu'il a été suspendu un match ou il a été malade un match cette saison. Mais en tout cas là, c'est un des rares à avoir enchaîné les 3 matchs, en 6 jours. Et depuis, la reprise, il enchaîne tout le temps en fait, c'est vraiment impressionnant. Alors de temps en temps, il termine avec des crampes, j'ai envie de dire, «heureusement» entre guillemets, ça prouve qu'il est un peu humain parce que voilà, il ménage pas ses efforts. Mais ça, voilà, c'est aussi un point très positif du coup, bah forcément, on peut pas en parler que sur ce match-là puisque ça s'insère dans quelque chose de plus global, mais c'est un point à souligner quant à lui. Et ça m'a fait sourire quand tu as dit Phaéton est bagarreur dans le bon sens du terme, parce que je suis d'accord avec toi en fait. Il est bagarreur dans le bon sens du terme, mais je trouve que des fois il est bagarreur dans le mauvais sens du terme aussi, et il peut parfois sortir un peu de ses matchs. Alors je sais plus c'est quel dernier match où il a pris un jaune rapidement et où du coup son coach l'a sorti aussi rapidement derrière. Ouais, je trouve que parfois en fait ça le sort un tout petit peu. J'aime beaucoup ce côté-là. Voilà, des mecs comme ça, tu sens qui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour un autre joueur en disant voilà il est capable de gueuler un peu pour Gaspard en fait, voilà, de d'amener en fait ses coéquipiers avec lui dans des périodes un peu plus difficiles. Je trouve que Phaéton il a ce côté-là, mais parfois ça le dessert un tout petit peu quand il s'agace trop vite, quand il rouspète auprès de l'arbitre et tout, ou quand il prend des jaunes un peu bêtement. Donc c'est la qualité de son défaut ou le défaut de sa qualité, je sais pas dans quel sens on peut dire ça, mais en tout cas voilà, ça m'a fait sourire que tu le dises parce que c'est souvent ce que je me dis sur lui effectivement, qu'il a un côté, m'excuse s'il nous écoute, un côté petit con en fait, mais dans le bon sens du terme. Et je pense que pour les adversaires aussi, c'est un peu le côté un peu piquel, tu vois, qui peut être agaçant, mais qui dans une équipe est très 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 précieux. Et c'est typiquement le genre de mec qui va rien lâcher, qui va mouiller le maillot. Et ça, je pense que, comme tu l'as dit, vu du stade, ça se sent et c'est très appréciable aussi pour les supporters, j'imagine.